Très bien, ben, merci infiniment à tous les deux. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de travail. Je t'invite, Bruno, du coup, à enlever ton partage d'écran. Et puis, j'invite également tout le monde à rallumer la caméra. Il y en a qui sont arrivés entre-temps, bienvenue. Et donc, bon, ben, je vous invite à passer un petit peu en mode débat. Voilà, hein, il n'y a pas de format, il n'y a pas d'autorité dans le débat. Je ne sais pas si déjà quelqu'un a une première réaction, impression, avis, précision peut-être. Bah, Vas-y, Chantal. oui, moi, bon, vous savez que je suis méditerranéenne. C'est très intéressant, hein, ton exposé sur le renouvelable, donc à base de solaire et d'éolien. Nous, en Méditerranée, à Marseille, j'ai eu le temps là de regarder en fait vite fait ce que fait Euroméditerranée, que vous connaissez parce qu'on a eu un CA là. Donc actuellement, toutes les constructions en cours, les crottes, les fabriques, le grand immeuble de la Marseillaise sont chauffés et refroidis avec la boucle d'eau de mer. Donc je pense que c'est important ça. Peut-être que c'est. Alors je regardais parce que bon, je suis aussi déléguée du conseil syndical de mon immeuble. Hein. Un immeuble des années 30, 400 logements, chauffés au gaz, et vous imaginez qu'on est en train de réfléchir à autre chose. Et là, je suis en relation avec une entreprise qui s'appelle Dalkia, qui est en fait une filiale d'Engie ou je ne sais pas quoi. Et on est en train de regarder en fait ce qu'on pourrait faire. Alors, en ce qui concerne la thalassothermie, ils disent qu'en fait, on a 40% de la population française qui habite à moins de 100 km des côtes. Donc, effectivement, tu as raison, je pense que l'énergie maritime, en général, est absolument pas assez exploitée. Donc, bon, alors je reviens sur Euroméditerranée, je vous fais visiter quand vous voulez, parce que là, je suis en train de préparer pas mal de visites. Les crottes, les fabriques sont des villages, en fait, des villages qu'on est en train de réhabiliter, moitié réhabilitation, moitié neuf. Hein. Ça va être 600 logements. Voilà, le futur siège de CMA-CGM, la Marseillaise, le grand immeuble, tout ça, c'est en boucle d'eau de mer. Donc, c'est pas négligeable. Je veux dire, nous, on n'aura pas, bon, les éoliennes, on en a à Fos, mais là, on aura autre chose. Et puis, quand même, je m'étonne quand je vois tous les documents que tu as de l'ADEME, etc., qu'on parle du nucléaire, on ne parle pas d'ITER. Quand même, 2050, ITER, bon, hein, c'est l'avenir, quoi. La scission au lieu de la fusion, pas de trucs. Je veux dire, il y a je ne sais pas combien de monde qui est en train de travailler là-dessus, et on arrivera bien. Je veux dire, 2050, il y aura de l'énergie nucléaire propre. Voilà. Okay. On prend les avis de Charles et puis on fera réponse globale. Oui, alors, merci. Un mot d'abord, merci à cette équipe de Bruno et son ancien associé, je n'ai pas retenu le nom, Thomas, c'est ça, hein? Philippe Thomas. Oui, Philippe Thomas. Parce que la perspective est bien donnée. De toute façon, c'est monstrueux. Par rapport à à la petitesse des arguments qui sont donnés dans les groupes de travail qui produisent les documents d'urbanisme. Les arguments qu'on nous donne toujours, ceux qu'on a en face de nous, c'est toujours des arguments de voisinage, de tolérance, etc. Alors que là, on est devant un problème très important. La deuxième chose que je voudrais ajouter, puisqu'on est vraiment, nous, les urbanistes, et on est là pour ça,
c'est que s'il fallait une preuve supplémentaire que nous sommes tous urbains, où que nous soyons, chaque territoire est devenu un territoire urbain, parce qu'on ne fera pas ça si on ne le fait pas ailleurs que dans les centres-villes. Ça vient d'être dit, toutes les villes ne sont pas au bord de la mer pour pouvoir faire des boucles marines, etc. Donc, on doit prendre tous les territoires et il faut en finir définitivement en France avec les Français des villes et les Français des champs, avec les territoires soi-disant ruraux et les territoires soi-disant urbains. Nous sommes dans des ensembles que nous devons gérer tous ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ménager tous les espaces agricoles ou forestiers, mais cette deuxième chose, ça ne se discute plus. Alors, j'ai enfin une troisième chose à dire par rapport à la production énergétique. On ne parle pas assez de son transport. Et si je dis ça, c'est parce que les Allemands ont eu ce problème. Ils n'ont pas beaucoup de côtes, les Allemands, mais ils avaient fait tout un projet pour développer énormément l'éolien en mer, mais il était au nord-ouest de l'Allemagne. Et il fallait traverser en diagonale toute l'Allemagne pour arriver aux lieux de consommation qui sont quand même en maximum, compte tenu de l'histoire récente des deux Allemagnes, qui sont dans le sud-est. Et ça, ils ont été obligés d'abandonner parce que la tolérance des populations par rapport à ces infrastructures de transport n'était pas meilleure que par rapport aux éoliennes. Donc, il faut ajouter à nos éléments les infrastructures de transport et pas seulement les infrastructures de production. Et je terminerai la dernière chose en disant à Bruno et à ceux qui vont dans son sens, l'éolien, attention, attention, il est très différent des autres. L'éolien, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Pour l'esprit humain, pour dire l'esprit humain, comme disaient certains pour insister, pour l'esprit humain, ne plus avoir un endroit où il n'y a pas quelque chose qui bouge, c'est intolérable, c'est contraire même à la condition humaine. Il faut avoir des moments de calme et c'est ni ça bouge, il ne faut plus que ça bouge, il ne faut pas que ça fasse de bruit. Et c'est pour ça que l'éolien est très compliqué. Ce n'est pas seulement une notion visuelle de paysage, c'est une notion holistique du paysage, de la place de l'homme dans la nature. Merci. Merci, Charles. Je voulais juste dire, moi j'apprécie énormément votre exposé parce qu'on voit bien qu'il pose bien tout l'enjeu, mais il est aussi relativement optimiste finalement sur la nouvelle culture commune qu'on pourrait développer autour de l'installation de ces nouvelles infrastructures. Et je pense qu'à travers l'ensemble de nos rendez-vous, là, petit à petit, finalement, dans la Société française des urbanistes, on est en train d'assembler toutes les briques qui permettent d'avancer en fait dans ce nouveau monde, en fait, dans cette nouvelle culture. Donc, tu en as évoqué beaucoup, Bruno, effectivement, l'autonomie énergétique des quartiers ou des ensembles urbains, les scénarios qui traitent quand même de la mobilité, des choses comme ça, le transport, et puis finalement, donc, avec Philippe, j'ai beaucoup aimé le discours sur cette idée que dans la fresque historique, hein, comme on a l'habitude de le faire chez les urbanistes, finalement, les choses changent et voilà. Alors maintenant, moi, la question que je me pose, c'est effectivement, on pourrait imaginer un espèce de carte comme ça qu'on pourrait dessiner au titre de la SFU où on mentionne un peu toutes les briques qui font la raison d'être finalement d'un projet d'énergie renouvelable. Et à ce titre-là, il y en a quand même une ou deux, je pense qu'il faut ajouter. Nous, on fait beaucoup d'études hein, on implante aussi beaucoup d'éoliennes. Il y a le chantier, parce que les éoliennes, finalement, on les implante dans des endroits parfois qui sont très peu accessibles, dans des forêts parfois. Donc, on a toute l'ingénierie des chantiers, un peu comme le viaduc de Millau, hein, où il faut tout prévoir à l'avance en fait pour tout replier, qu'à la fin il n'y ait plus aucune trace, etc. Il y a le sujet des massifs. Les massifs de fondation des éoliennes sont des objets extrêmement lourds,
Voilà, si on raisonne un peu en économie circulaire, finalement, on sait très bien comment détruire une éolienne dans 30 ans, mais le massif, pas trop. Donc tout ça, peut-être qu'il faut aussi le travailler, là, le mode chantier. Et puis, je pense que sur le... Alors, l'éolien, il y a aussi un sujet sur la santé, hein, avec l'effet stroboscopique, hein, qui commence à être bien connu. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit une éolienne de sa maison régulièrement, il peut devenir fou, hein, c'est quelque chose qui est prouvé. Donc ça, maintenant, on fait très attention, évidemment. Et puis, sur le solaire, juste, je rajouterais une idée, c'est que maintenant, on développe beaucoup le solaire en mer. Il y a notamment des panneaux solaires flottants qui peuvent être développés avec des fermes dessous à poissons et tout ce qu'on veut. Voilà, bon, et puis je voulais juste quand même dire que pour la tarte à la crème de la scène musicale, c'est Artelia qui l'a conçue. Et en fait, c'est un des rares murs photovoltaïques qui tournent pour suivre la course du soleil. Voilà, mais ça, c'est pour l'anecdote. Merci. Oui, Xavier. Oui, merci de me donner la parole, d'abord de m'avoir invité. J'ai trouvé les intervenants tout à fait intéressants et ça m'a conforté dans l'idée que lorsqu'on parle des énergies renouvelables, il faut avoir des regards croisés. Parce que, bien évidemment, sur ce sujet, le droit a sa place. Et la contribution, la petite contribution que j'aimerais apporter, c'est j'ai l'impression que le droit, au lieu d'être un levier pour développer les énergies renouvelables, à l'heure actuelle, est plutôt un frein. Un frein, je m'explique, dans la mesure où, par exemple, on pourrait parler du droit de l'urbanisme qui vous intéresse au premier chef. On ne compte pas les PLU dont les dispositions précisément ne permettent pas d'implanter un champ photovoltaïque dans les Landes, là des éoliennes avec l'application de la loi montagne ou la loi littorale. Bref, on a quand même une accumulation de règles qui ne vont pas toutes dans le sens du développement des énergies renouvelables. Il faut dire aussi, et ça c'est l'expérience que j'en ai, qu'il ne peut pas y avoir aussi un projet en France de développement d'énergie renouvelable de relative importance qui n'est contesté par là des riverains, là des associations dites de défense de l'environnement. Ce sont des sujets extrêmement clivants, extrêmement conflictuels. Et donc, tout ça fait que la France, par rapport aux États membres, est le mauvais élève en matière de développement des énergies renouvelables. Et on a vu les chiffres tout à l'heure. Il n'y a pas photo, je dirais, entre le nombre de projets de développement éolien en France ou en Allemagne. Bref, il faudrait, à mon sens, véritablement lever ces verrous, lever ces procédures qui sont extrêmement longues et complexes pour qu'un projet de développement d'énergie renouvelable puisse voir le jour. Vous le savez sans doute, les enquêtes, il y a enquête publique. Avant l'enquête publique, il faut confectionner des dossiers extrêmement conséquents, touffus, avec des études d'impact très pointues, avant que le dossier puisse être soumis à enquête publique, et après on l'espère, l'enquête publique, obtenir l'autorisation. Ce sont des dossiers qui, pour voir le jour, se comptent en années. 5, 6, 7, 8, voire parfois davantage d'années pour que les projets aboutissent. Donc, là-dessus, il faudrait véritablement que le législateur intervienne et assouplisse la réglementation pour que des projets de développement d'énergie renouvelable puissent se développer. Alors, juste une disposition dont j'ai découvert l'existence assez récemment au travers d'une consultation juridique que j'ai eu à faire. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019, et je fais référence au projet dont vous parliez, monsieur, avec ces entrepôts, cette plateforme multimodale, en disant que
aujourd'hui vous auriez à refaire ce projet, vous ne le feriez pas du tout de la même façon et vous auriez justement cette préoccupation de la place des énergies renouvelables dans un tel projet, eh bien la loi énergie-climat rend précisément obligatoire la mise en place de panneaux photovoltaïques lorsqu'il y a des surfaces de cette ampleur qui sont réalisées, avec un minimum de 30% de surface de toiture en panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un exemple de disposition contraignante, parce que tout porteur de projet de cette nature doit intégrer 30% minimum de surface en panneaux photovoltaïques. Et je crois que avec des dispositions de cette nature, il faut effectivement passer par la contrainte. On arrivera peut-être à développer ce type de procédé, ce type d'énergie qui est indispensable si on veut respecter les objectifs européens en la matière. Merci Xavier. Dominique, peut-être? Merci. Si personne parle, je lèverai bien mon doigt. Si Dominique parle, Bon, pardon. pardon. Ne vous battez pas. Merci de me donner la parole et merci de l'exposer à Bruno et Thomas. Et je voulais revenir un petit peu sur la dimension urbanisme, en fait, de l'efficacité énergétique et en particulier, d'ailleurs, vous l'avez cité, de l'enjeu de la participation citoyenne, quelque part, dans la construction des projets. On a quelques exemples de villes qui ont mis en place à travers leurs plans locaux d'urbanisme qui sont devenus plus complets sur les dimensions environnement et en même temps habitat, et qui mettent en place, par exemple, la disponibilité de la connaissance de ce qu'on peut récupérer en énergie solaire sur les toitures, mais aussi sur la géothermie à partir des systèmes d'assainissement, mais aussi sur les réseaux de chaleur qu'ils ont pu mettre en place et qui jouent un rôle aussi très important. Donc, en fait, il y a ce mix énergétique que vous avez décrit et qui est indispensable. Les collectivités peuvent s'organiser pour le mettre en partage, en fait, comme un espèce de bien public. C'est-à-dire que dans le cadre d'un projet, on peut se poser toutes ces questions-là et les mettre en œuvre après avec cette dimension multiscalaire. Et là, j'ai l'exemple de la ville de Genève, qui a associé le service urbanisme et le service des énergéticiens, en fait, des techniciens. Et un projet n'est apprécié que après avoir fait plusieurs scénarios, en regardant si le procédé proposé, mutualisé à une autre échelle que le seul projet, peut amener à une meilleure efficacité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez, Oui. Une pompe à chaleur pour un seul immeuble peut le rendre totalement autonome, mais un système de pompe à chaleur mis en place à l'échelle de l'îlot peut peut-être rendre l'îlot autonome à 40%. Et donc, du coup, c'est une échelle plus intéressante par rapport à notre objectif de 2050. Et c'est très pragmatique, en fait. Et c'est très partenarial. Et voilà, et ça vraiment, c'est un point sur lequel je pense qu'il faut encourager les collectivités à développer la participation très fortement. Sachant qu'effectivement, les oppositions qu'on a en France, c'est pourquoi? C'est parce que on est très souvent devant des grands groupes, en fait. On a cette culture du grand groupe et cette culture très militaire et de décider, voilà, on a décidé de faire du nucléaire, il n'y a pas eu trop de débat dessus. Aujourd'hui, il faut passer aux renouvelables. On change d'échelle et on change de distribution, on change totalement de système. Donc, effectivement, il faut vraiment totalement changer l'organisation urbaine en fonction de ces questions-là. Mais il y a bien les deux dimensions, il me semble, parce que, bon, pour résumer, un bâtiment neuf, aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix avec la RE, il est passif. Donc, c'est réglé, quoi. Un quartier neuf, effectivement, déjà, on sait beaucoup moins le faire. Il y a des lois qui changent. L'échange d'énergie entre un bureau et une maison, ça n'a rien d'évident. On sait faire, on va dire, à moitié.
Et alors, la rénovation de ce qui existe, qui est quand même 95% du bâti, là, alors là, on sait encore moins faire et on voit bien que l'État, ce qu'il fait finalement, c'est déjà qu'il donne des aides, mais finalement qui ne concernent que le particulier. Dès qu'on est dans une copropriété, tout le monde est perdu. Donc, il y a déjà tout ça effectivement à théoriser. Et puis après, il faut bien qu'il y ait quand même, comme l'a expliqué Bruno, une production quelque part qui peut être un peu délocalisée, mais on est quand même dans un monde, enfin, dans une civilisation où on consomme pas mal, même si on baisse un peu. Donc, il faut quand même des infrastructures lourdes. Et en fait, comme dit Charles, finalement, c'est l'articulation entre tout ça qui fait la valeur d'un territoire. Moi, je suis assez aussi partisan. En fait, on travaille pas mal, alors en plus avec le zéro artificialisation nette, hein, sur la valeur des sous-sols, qui est quand même le grand oublié, qui a été le grand oublié des villes. Voilà, donc, par exemple, là, je suis sur un atelier où on considère que si on mobilisait vraiment toutes les énergies primaires des sous-sols, l'Île-de-France pourrait être énergétiquement autonome. Donc, c'est punchy comme position. Mais finalement, à 300 mètres sous l'ensemble de l'Île-de-France, on a un gisement énorme de chaleur voilà, qui permet de faire plein de choses. Et c'est des nouvelles façons de penser qui rapprochent un peu à ce que tu dis, Dominique. Finalement, un plan d'occupation des sols aujourd'hui, c'est une chose, mais il faudrait aussi un plan d'occupation des sous-sols. Et surtout un plan énergétique qui régente un peu le tout. C'est un petit peu le rôle des PCAET, là, C'est un peu le plans rôle, oui, climat. tout à fait. Ouais. Mais effectivement, il faut arriver vraiment à les articuler sur le plan spatial. Et Voilà. donc, bien sûr, il y a la dimension des transports qui est très importante hein, Ouais. dans l'énergie. Et une autre dimension qui est très importante, c'est l'agriculture, qu'il ne faut pas négliger du tout, hein, qui est Oui, oui, pour oui, tout à fait. Ouais. 30% des J'ai consommations. vu Donc, les circuits courts, c'est un gros enjeu aussi. j'ai vu dans le scénario hyper frugal de Bruno, là, de l'ADEME, que ça nécessite de baisser d'un tiers les kilomètres parcourus par personne en France. Donc voilà, en termes de mobilité, un objectif sur lequel on pourrait travailler au titre de la SFU. Oui, moi, si vous me permettez, justement, je vais lever le doigt, c'est pour ça que j'ose rentrer. Vas-y, Charles, je t'en prie. Pour nous, urbanistes, n'oublions pas tout ce qui nous a été dit par Bruno Ferracci. Premièrement, on doit baisser la consommation. Alors, on a tout de suite la tendance gouvernementale et architecturale et facile. Il y a des ingénieurs partout, tout est fait pour ça. Il y a des producteurs de matériaux d'isolation. Il suffit d'isoler les bâtiments. De toute façon, on ne réussira quelque chose pour arriver à zéro en 2050 que si on met toutes les solutions bout à bout pour arriver à la fin, parce qu'on n'arrivera pas à isoler tous les bâtiments, on n'arrivera pas à faire des panneaux solaires partout, on n'arrivera pas, etc. La première chose que je voulais rappeler, donc, c'était il faut que nous voyions, nous, comment on peut être les agents de cette baisse de la consommation, non pas seulement par les bâtiments qui ne nous regardent pas en tant qu'urbanistes, mais par l'organisation urbaine et la manière, les modes de vie, etc. Et il faut, 2.2, le rythme de production. 2050, mais pour un vieil homme comme moi, enfin, entre guillemets, je fais semblant de caricaturer, mais 2050, c'est que dalle. C'était il y a 27 ans, c'est-à-dire que c'était en 1996. Mais en 1996, on était comme aujourd'hui. Il n'y a pas un paix de choses qui ait changé, sauf quelques discours de la mère Voynet, quelques discours de la mère machin à l'Assemblée nationale. Mais sur le fond, sur le fond de l'action, non pas sur le fond des préoccupations, il n'y a rien qui a changé. Donc, si on veut que ça soit changé et fait, il faut qu'on ait une révolution monumentale. 3, la révolution monumentale, elle est donnée par notre invité, avocat, maître, merci d'avoir mis ce sujet sur le tapis. On ne peut plus rester dans le caractère
verbalisateur et restrictif de la loi d'orientation foncière de 1967 pour produire autre chose que ce qu'on a produit. C'est Einstein qui disait la folie, c'est de laisser tout en place et de croire que on va arriver à un résultat différent. Non. Donc on doit changer la loi d'orientation foncière. Et ça c'est largement aussi important que les votes qu'on n'obtiendra pas à l'Assemblée maintenant. Et il faut mettre ça sur le tapis tout de suite. La loi d'orientation foncière, si on la garde, il va falloir qu'on crée, je ne sais pas comment, des zones spéciales où on a le droit de faire des éoliennes, des zones spéciales où on a le droit de faire du photovoltaïque. Mais c'est impensable par rapport à l'usage agricole, par rapport, etc., à l'anticipation sur les valeurs foncières, etc. Ça ne marchera jamais. On a obtenu l'erreur monumentale de faire des zones industrielles. On ne va pas recommencer à faire des zones de production d'énergie. Voilà ce que je voulais ajouter. Et les arbitrages pour savoir si on doit donc avoir un urbanisme prospectif ou au contraire un urbanisme de commission qui se décide au coup par coup, parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions sur la Terre. C'est soit on réglemente à l'avance et on dit à l'intérieur de ce cadre réglementaire, vous vous démerdez, vous, l'initiative privée, ou au contraire, on fait comme c'était dans le Tyrol il y a encore 30 ans, le maire a tous les droits. Mais il a bien sûr le droit de s'entourer de tous les sachants, de sa population, etc. Mais le maire décide oui ou le maire décide non. Tu te mettras là ou tu ne te mettras pas là. Et si on trouve un mode démocratique entre les deux, eh bien, il faut qu'on se dépêche de l'inventer. Et ça pourrait être un boulot parce que la charte d'Athènes, ce n'est pas le sujet. C'est un sujet de droit, c'est un sujet d'équilibre des populations, c'est un sujet quasiment du niveau de la Constitution. Et dans un pays unique, on n'y arrivera jamais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on régionalise, mais pas la région décidée d'en haut. C'est-à-dire que sur place, on admette qu'on puisse faire différemment. Dans la région de Perpignan, je fais exprès parce que M. Carcel a reçu une médaille hier, on peut faire différemment à Perpignan et à Nantes et être toujours dans la même France. Et ça, il faut qu'on invente ça, parce que ce n'est pas les mêmes territoires, ce n'est pas les mêmes climats, c'est rien du tout. Et pourtant, c'est au bord de la mer des deux côtés. Voilà. Bon. Qui va lancer? Oui, je peux dire quelque chose? Oui, moi simplement, je voulais saluer Jacques Pirotto, qui est parmi nous. Oui, salut. Bonjour Jacques. Oui. Il m'a écrit en plus. Charles, je trouve que ton intervention est d'autant plus intéressante que par rapport à ce qu'on appelle l'égalité territoriale, s'il y a bien un sujet sur lequel tous les territoires sont inégaux, c'est le potentiel énergétique. Donc finalement, les solutions sont très différentes selon là où on se trouve. Hein. Chantal a évoqué Marseille, mais le SWAC, on peut pas le faire à Bordeaux, par exemple. Voilà, donc il faut trouver des solutions différentes partout. Si on peut le faire à Bordeaux. Et donc, enfin, je t'expliquerai. Donc, le potentiel, il est différent partout. Et c'est effectivement, si on faisait un espèce de plan énergétique qui part du potentiel territorial, on pourrait inventer des solutions, des formes et même des façons de construire différentes selon les endroits. C'est sûr. Ouais. Mais on est en 2023. Dépêchons-nous. Oui. Non, mais on compte sur Xavier pour nous faire une petite loi qui va bien. Et quand même, pour vous, J'y travaille. ITER, ça ne parle à personne. ITER, ça ne parle à personne de... Oui, alors avant de parler d'ITER, je voudrais juste, parce que en théorie, on s'arrête dans 4 minutes, donc on va quand même approcher de la conclusion. On donnera le mot de la fin, évidemment, à Philippe et Bruno. Mais on n'a pas écouté ni entendu Jean-Claude, ainsi que Jacques, ainsi que Christine. Oui. Est-ce que vous voulez dire un mot ou une réaction? Oui, très modestement. On m'entend, donc? Oui, très bien. Donc,
je suis le venant, comme on dit à Marseille, là. Bon, ni architecte ni urbaniste, simplement généraliste. Et il y a quelques années, j'avais rencontré un étudiant français qui a fait une thèse à Berkeley sur l'économie plaisir. Et il me disait que simplement en challengeant les locataires entre eux, les quartiers entre eux, les résidences entre elles, il arrivait à obtenir 24 à 30% d'économie. Tout ça pour dire que l'angle d'approche de la... Alors bon, tout ça est hyper riche, hein. Moi, j'arrive et je suis très heureux. Mais cette approche par la frugalité, au niveau des comportements individuels, peut être extrêmement puissante, mis à part les besoins qu'on a besoin en énergie de puissance pour les TGV, les usines et tout ça, mais ça, c'est une chose et on l'a peut-être déjà. Mais quand on va en Afrique noire, pour une mission tout ça, on se rend compte que la pénurie stimule l'imagination et la créativité. Et je voudrais dire, j'étais pendant 20 ans j'ai un bureau à Savoie Technolac, qui est à côté de l'Institut national des énergies solaires, qui ont été, cet institut lancé par Jean-Pierre Véal, l'ancien sénateur, qui m'a raconté combien il s'est battu pour arriver à faire accepter ça. Et le solaire, c'est un bon camarade. Bien sûr que c'est ingrat, c'est moche, tout ça, mais on voit déjà, on a les ombrières, quoi, avec la translucidité. Et surtout, cette constellation de petits pavés solaires qui sont un peu partout, à côté des utilités, et qui suffisent en source d'énergie. Et quand on regardait, on se disait, bon, pourquoi on éclaire le Savoie Technolac au bord du lac, cette diarrhée de mètres carrés, là, avec scandés par des lampadaires. Et quand on marche, on devrait déclencher un éclairage frugal, restons dans la frugalité, juste devant, derrière et à côté, par sécurité. Donc, et on a un jour à une conférence, il y avait un Suisse qui nous disait, qui explosait de rire parce que c'était bon camarade, et qui nous voyait nous débattre sur les nouvelles mobilités en ergotant, et lui expliquait ce que Madame Guy a dit, une autre approche. Une autre approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus modeste, beaucoup plus variée en fonction des coins où on se retrouve tout ça. Donc voilà. Par ailleurs, bon, intervenant depuis 30-40 ans dans le groupe Polylogis, 140 000 logements, quand on voit les toits qu'on ne voit pas, donc qui sont une surface qu'on peut solariser, on se dit, bah, c'est la rosée bienfaisante qui tombe sur les gens. Et le solaire, franchement, c'est chouette parce que le soleil, ça veut dire quelque chose pour les gens du Sud comme moi. Et puis, ça peut activer il n'en faut pas beaucoup. Il faut penser, lire les gens de peu d'un universitaire grenoblois. Et ça peut être quelque chose qui peut fédérer, qui peut donner un nouveau élan philosophique aux gens. On a assez de cette diarrhée d'électricité où on convoque la technologie et en avant on consomme et on exhibe des SUV, des machins. Il faut effacer tout ça petit à petit, apaiser les choses, faire reculer les voitures et tout ça, et changer les comportements. Moi, c'est dans le RSU, Rêve de scène urbaine, où j'ai la chance d'avoir Laurent Vigneault comme directeur et initiateur. Et bien, on ne parle pas, on parle d'architecture, d'urbanisme, tout ça. Donc, comme moi, j'y connais rien, ce qui m'intéresse, c'est le comportement des gens. Et à travers cette approche modeste, mais on peut voir, quand on regarde dans les zones en montagne, quand les gens sont dans les lieux, bon, je vais m'arrêter, ouais, difficiles, on se rend compte que il y a plein d'objets, j'avais trouvé dans la navigation ou tout ça, où le petit pavé solaire faisait tourner les instruments, etc. On n'a pas besoin de tant de puissance. On a besoin d'être heureux, d'être prévenant, d'être bienveillant. Et c'est pas consommer. Excusez-moi, c'est un peu flouté parce que je n'ai pas de rail dans la tête. Je ne sais pas trop raisonner, structurer. Voilà. Non, mais merci, merci Jean-Claude. C'est vrai que derrière tout ça, ce sujet du comportement
Nous, en tant qu'urbanistes, évidemment que ça nous intéresse en premier. Et puis également, comment est-ce qu'on peut favoriser à travers la fabrication, je dirais, de la ville, de nouveaux comportements. C'est aussi ça le sujet, effectivement. Juste une Jacques, micro-suggestion. On parle d'éoliennes, il y a les grandes éoliennes et toutes petites éoliennes domestiques verticales en forme hélicoïdale, dont une a été dessinée par Philippe Stark, comme quoi que ponctuellement, au niveau des balcons de chacun, on peut faire de l'énergie. Merci, je m'excuse. alors, Christine est avec nous. Votre nom n'apparaît pas. Je ne sais pas si vous voulez intervenir et vous présenter. Non, peut-être pas. Eh bien, Jacques, alors, est-ce que tu es avec nous, Jacques? Non plus. Bon, bah donc on reste en famille. Alors, Excuse-moi. dernière petite intervention, Laurent, et on laissera. Oui, je t'écoute, et on laissera le mot de la fin ensuite à. Alors, il y avait Dominique aussi qui voulait dire. Ne donnons pas que les prénoms, donnons les prénoms et les noms. Oui, mais Christine, je ne vois pas son nom. Etc. Je ne sais pas qui est Christine. Alors, Jacques Perrotto et Christine, c'est marqué Christine invitée, mais je ne pense pas que invité soit son nom. Je crois que Christine était Ah, Jacques, il est là. Oui, je suis là. Bon, très bien, on peut chercher. Écoute, Jacques, déjà, on ne te voit pas, mais pas grave. Est-ce que tu veux intervenir? On va s'approcher de la fin de la session. Non, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qui était dit. Tu as des propos extrêmement pertinents sur les énergies. Il y a un point, moi, qui me paraît toujours assez intéressant, c'est toujours les thèmes qui intéressent la programmation de ce qu'on appelle les fonctions encombrantes. C'est notamment les grosses centrales, qu'elles soient liées à la biomasse, qu'elles soient liées après à des choses qui vont intéresser l'hydrogène. Ce sont des choses qui sont compliquées dans leur dispositif industriel et qui sont compliquées après par leur implantation. Voilà. Tout à fait, oui. Très bien, oui, c'est bien de le préciser. Oui. Très bien, ben, écoutez, est-ce qu'il y a encore une dernière intervention? Voilà. Et puis ensuite, on laisse la parole à Bruno et Philippe. On leur laisse la parole tout de suite, comme vous voulez. Non, pas de rebond. Donc, Philippe et Bruno, encore un grand merci. Peut-être le petit mot de la fin? Oui, non, le petit mot de la fin, je vais répéter ce qui a été dit, c'est qu'il est temps de s'y mettre. Il est temps de s'y mettre, parce que 2050, c'est pas loin. Moi, je serais sans doute mort, mais malgré tout. Mais la SFU sera toujours là. Sérieusement, 27 ans, si on a besoin d'un support législatif nouveau, si on a besoin de filières industrielles de production, si on a besoin de communication avec les populations, mais c'est infiniment court. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se dépêcher. Sinon, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Et on est en train de se pénaliser par rapport aux autres parties de la planète qui ne vont pas le faire. Donc, c'est soit on y va, mais il faut y aller vraiment. Et la SFU, je ne sais pas comment, on n'est pas assez fort pour y aller, parce qu'en face de nous, quand on veut faire passer une idée comme ça, on n'a que la bienséance parisienne de ces gens qui disent « Ouais, mais tu sais, franchement, moi j'ai un truc sur mon toit, il faut commencer par là, etc. » C'est pas à l'échelle du tout. Alors, je m'inscris en faux, Charles. Je pense que certes, on n'est pas fort, mais on est quand même un des rares endroits où on vient d'enregistrer d'abord un magnifique exposé extrêmement bien documenté de Bruno, relayé par… Je ne parlais pas de la SFU, là, je parlais de Paris, là. Finalement, de la critique générale de tout ça par Philippe, une remise en perspective, et complétée par tout un tas de briques qui sont sûrement les solutions à développer pour y arriver. Et ça, Laurent, je te défie de le trouver autre part sur Internet. Non, mais Laurent, il y a une erreur absolue de compréhension. Je ne parlais pas de la SFU, je parlais de la nation française qui est guidée par ce groupe de parisianistes qui sont complètement en dehors de tout, qui n'ont pas compris l'urgence et l'immensité du sujet. Ils croient que c'est des panneaux photovoltaïques sur les toitures.
c'est pas à l'échelle. Il faut d'abord baisser la moitié, baisser, comme ça nous a été dit, d'un tiers, mais c'est immense, immense. Charles, viens à Marseille, on fait des choses, nous. Voilà. Non, mais là, tu es en train de répondre encore pire. Tu es en train de dire, nous, à Marseille, on a trouvé la solution. On n'a pas la solution, on travaille avec la Méditerranée. Mais bon, je pense qu'on fait des choses quand même, on avance. Dominique nous a dit à Arras qu'il fallait travailler sur l'après-pétrole. Moi qui suis d'origine lyonnaise, pour remplacer Feyzin, qui n'est basé que sur le pétrole, pour remplacer Feyzin, qu'est-ce qu'il va falloir comme espace? Or, il va bien falloir donner à la région lyonnaise, qui n'est pas au bord de la mer, où le Rhône est déjà suffisamment chauffé par budget et arrêté par tous les barrages qu'il y a depuis l'origine en Suisse, on ne va pas pouvoir continuer. Bon, il va bien falloir apporter des solutions. Et ça, c'est notre boulot d'urbaniste. Voilà. Alors, peut-être que je propose que ce type de sujet fasse l'objet d'un prochain rendez-vous. Je pense que le sujet, on voit qu'il est suffisamment passionnant finalement pour qu'on continue à travailler et en allant de plus en plus vers du concret, comme tu viens de l'exposer, Charles, ou Chantal, avec des exemples concrets sur Marseille. Donc, je vous propose par contre de clôturer celui-ci. Donc, comme d'habitude, dans quelques jours, la restitution de tout ça sera mise sur notre chaîne YouTube, SFU-Société Française des Urbanistes. Je signale juste que le prochain rendez-vous portera sur l'héritage des villes nouvelles, françaises en particulier. En tout cas, je remercie infiniment encore une fois Bruno et Philippe pour la qualité de l'exposé, ainsi que tous les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Le prochain rendez-vous, on a une date? Merci.